Bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui vendredi 22 mars. Nous sommes encore contents de vous retrouver aujourd'hui. Vous allez découvrir notre invité du jour. Vous allez aussi retrouver les gens qui vont nous accompagner pour cette émission avec notre correspondant, notamment à Paris, le professeur Alfred Echango. Nous avons aussi aujourd'hui Madame Valériane Ndena qui a déjà participé à l'émission mais qui sera là aujourd'hui pour nous accompagner. Mais nous avons aussi la joie d'accueillir aujourd'hui pour la première fois M. Seth Kikouni qui était déjà un habitué du dialogue avec dans l'ancienne version. Mais aujourd'hui, il va nous accompagner dans la rubrique qui a tardé un peu à venir, c'est la rubrique Point de vue. Donc, vous allez les découvrir petit à petit au cours de cette émission. D'abord, notre invitée, c'est Madame, comme vous avez vu dans les annonces, c'est Madame Mati Yav. Bonsoir, Madame, maître Mati Yav. Bonsoir, je suis désolée, je m'excuse déjà parce que je suis encore dans la voiture, coincée dans les embouteillages. Voilà, il n'y a pas de problème, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, bienvenue, madame, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo, maître Mati Yav. Nous avons aussi, comme nous l'avons dit, madame Valériane Ndena, que vous avez déjà découverte ici. Bonsoir, madame Valériane Ndena, depuis Dakar, au Sénégal. Merci. Bonjour, vous allez bien? Voilà, nous allons bien, hein, c'est déjà bonsoir ici chez nous. Hein. Alors, le plaisir, c'est notre habitué, c'est le professeur Alfred Echango, notre correspondant en France. Bonsoir, Alfred. Bonsoir à tout le monde, à nos invités, et puis à Valériane, et puis à Seth Kikouni. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous découvrez pour la première fois dans Dialogue avec Visuel, M. Seth Kikouni, qui était un habitué du dialogue avec dans l'ancienne version. Bonsoir, M. Seth Kikouni, heureux de vous retrouver encore. Bonsoir, Padre, bonsoir tout le monde, bonsoir, professeur, bonsoir, Valériane, bonsoir, Mathis, bonsoir. Alors, c'est vraiment un grand plaisir encore aujourd'hui de passer ces moments ensemble avec notre invité principal. Comme vous avez vu, la réalité de la République démocratique du Congo avec les embouteillages, elle n'est pas encore arrivée à la maison. Et nous allons essayer de la retenir jusqu'à ce qu'elle arrive à la maison. Mais de toute façon, il n'y aura pas de problème. Mais nous allons nous organiser pour qu'elle soit dans de bonnes conditions. Mais elle va d'abord se présenter elle-même, hein, nous parler un peu de son parcours, puisqu'elle est maître, ça signifie avocate, qu'elle nous parle un peu de son parcours académique et surtout pour devenir avocate. Alors, vous avez la parole, Madame Maître Mati Yav. Oui, donc bonsoir encore à tout le monde, aux personnes qui sont sur le plateau avec moi aussi. Je suis Mati Yav, je suis avocate, je suis inscrite au barreau de Kinshasa Matete, mais j'ai fini mon droit, ça fait presque 20 ans maintenant. J'ai eu ma licence il y a près de 20 ans, mais je n'ai jamais travaillé dans le droit à proprement parler. Je n'ai pas passé mon examen de barreau jusqu'en 2019. Donc, avant ça, j'étais occupée à travailler. Je voulais être indépendante financièrement, donc j'ai commencé par travailler. Et puis, au cours de ma carrière, j'ai finalement eu l'impression que je plafonnais. Donc, j'ai décidé de faire un master. Je me suis spécialisée en droit international de l'environnement. Je suis rentrée au Congo. J'ai passé mon examen du barreau. Je l'ai réussi. J'ai fait mes 2 ans de stage. Et maintenant, j'ai ouvert un cabinet qui est spécialisé uniquement en droit de l'environnement. Donc, ça, c'est en gros sur mon cursus professionnel. À côté de ça, bon, je suis dans des organisations qui s'occupent de la défense des droits des femmes, de leur autonomisation. Voilà, on peut dire ça comme ça. Voilà, merci beaucoup, Maître Mati Yav.
Nous avons oublié peut-être de saluer aussi ceux qui nous suivent à travers différentes plateformes, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, mais aussi à travers Instagram. Bienvenue à vous. C'est votre émission. Hein. Comme d'habitude, vous pouvez intervenir en nous écrivant sur Twitter surtout et aussi à partir de YouTube. Et on s'excuse d'abord puisque l'émission d'aujourd'hui elle devait être féminine puisque c'est Madame Patricia Temouni qui devait diriger l'émission. Pour une petite raison, indépendamment de sa volonté, elle ne peut pas être avec nous, mais elle est en train de nous suivre. Elle pourra nous retrouver prochainement. C'est Madame Pensée du jour, comme nous l'appelons. Et donc, c'est comme ça que moi-même, j'ai tiré l'émission aujourd'hui à sa place. Alors, Maître Mathiave, alors, vous avez d'abord commencé par faire autre chose avant vraiment de vous lancer dans le métier d'avocate. Et vous avez donné évidemment vos raisons. Et maintenant, vous êtes avocate, vous avez même un cabinet. Vous avez choisi directement d'ouvrir votre cabinet au lieu d'entrer dans un cabinet autre de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Merci pour cette question qu'on ne m'a vraiment jamais posée. En fait, lorsque vous finissez vos études de droit, que vous passez votre examen, vous faites 2 ans dans un cabinet, dans le cabinet de quelqu'un en tant que stagiaire. Donc, moi, j'ai presté dans un cabinet en tant que stagiaire pendant 2 ans avant de passer à une autre série d'examens pour être confirmée, inscrite au tableau. Je n'étais qu'inscrite sur la liste de stage. Ce qui m'a poussée à ouvrir mon cabinet, c'est qu'en fait, on nous dit, lors de nos cours de déontologie, on nous explique que c'est seulement après avoir été inscrit au tableau qu'on peut ouvrir le cabinet. Ça, c'est la première raison. Donc, je remplissais les conditions. Mais ensuite, je n'ai pas véritablement trouvé de cabinet qui se focalisait sur la matière dans laquelle je m'étais spécialisée. Beaucoup, et même moi, à mon niveau, il faut dire que c'est pas facile. Il n'y a pas souvent des affaires en droit de l'environnement, en droit environnemental. Donc, nous allons parler de l'environnement après, Maître Mati. Non, justement, c'est ce que j'explique. J'explique mon choix. Oui. Pourquoi vous avez voulu créer votre propre cabinet? Nous sommes là, c'est la question. Pourquoi j'ai voulu créer le cabinet? C'est parce que j'estimais que l'offre en termes de spécialisation dans mon domaine n'était pas importante. Il n'y avait pas beaucoup de cabinets, il n'y en a presque pas d'ailleurs, qui sont uniquement spécialisés dans la chose. Et alors, moi, je voulais faire partie des personnes qui offraient cette opportunité-là. Donc, j'ai ouvert mon cabinet. Voilà. Bon, en attendant, il vous reste un peu de temps pour arriver encore à la maison pour être dans de bonnes conditions, puisque nous devons quand même vous mettre dans de bonnes conditions. Nous avons assez de matière pour vous mettre. Au Congo, on fait avec ce qu'on a. Donc, pour le moment, tant que je vous parle, ce sont les bonnes conditions. On n'a pas vraiment avancé. Pour dire la vérité, on n'avance pas vraiment. Ça va dans tous les sens. Moi, j'essaie de rester concentré sur l'entretien que nous avons maintenant. Ah, voilà, ça c'est la réalité du pays. Alors, en attendant, hein, puisque vous êtes notre invité aujourd'hui, il faut vous donner suffisamment de temps. Nous allons d'abord faire un saut en France, où nous avons notre correspondant qui va rester aussi avec nous, puisqu'il aura aussi des questions à vous poser. Il est en train de vous suivre. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont là présentes, c'est pour vous. Et nous aurons peut-être aussi des questions des spectateurs qui sont en train de nous suivre. Mais nous rendons d'abord en France pour écouter notre correspondant qui va nous donner quand même quelques nouvelles de France. Professeur Alfred Chambou. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Oui, j'ai sélectionné quelques nouvelles, quelques informations importantes ici. La première, c'est la volonté du ministre de l'Intérieur de mettre en place de créer une unité de la police nationale chargée de cyberpatrouille
parce qu'il y a une explosion justement du narcotrafic, surtout sur le web. Et donc, le ministre a décidé de créer cela. Il y a un jour, on a vu justement une opération menée à grands frais de couverture médiatique, l'opération Faire Place Nette à partir de Marseille et d'un certain nombre de villes de France. Et même le président Macron est descendu à Marseille pour dire qu'il faut terroriser les narcotrafiquants et puis désorganiser les trafics. Et donc il y a cette volonté de mettre en place des cyberpatrouilles, en tout cas, pour traquer les cybertrafiquants. On a constaté effectivement qu'il y a des trafics qui se font maintenant par le web pour contourner les trafics sur le terrain. Et donc, les narcotrafiquants passent par WhatsApp, par TikTok, par Telegram, etc., tous ces réseaux sociaux. Et puis, ça se fait effectivement comme on vient faire son marché, comme on va au McDonald's. Donc, il y a cette volonté-là de frapper fort, mais c'est un combat de longue haleine. La deuxième nouvelle, c'est ici l'invasion, l'explosion et l'invasion des sangliers qui envahissent les villes, qui détruisent les champs et même les habitations. Et donc, Alfred, je ne vous coupe pas la parole. Hein. Nous aussi, il y a une année ou deux, hein, à Rome, nous en avons eu beaucoup. Hein. Donc, malheureusement, comme vous savez, ici, on respecte les animaux. Si c'était chez nous, hein, vous voyez que c'est la nourriture facile qui arrive à travers la ville. On les continue. Exactement. Alors, le problème ici, c'est que, ben oui, l'opinion est partagée. Il y a l'Office national de la forêt qui déploie les louvetiers qui sont chargés de réguler la population. Par exemple, l'année dernière, on a tué 800 000 sangliers. Mais la population augmente. Et donc, le débat est de savoir pourquoi ça augmente comme ça. Alors, il y a des maires qui disent les chasseurs eux-mêmes sont responsables de l'augmentation du nombre des sangliers parce qu'ils les nourrissent dans leur forêt et donc ça pullule. Et comme on sait que un sanglier peut avoir 10 à 15 petits, une laie de 10 à 15 petits, on imagine la prolifération. De l'autre côté, il y a aussi les habitants qui les nourrissent. Et donc, les sangliers viennent de plus en plus en ville et donc ça crée des tensions entre les uns et les autres. Et le débat se focalise là-dessus pour savoir quelle est la bonne méthode pour réguler ces populations et puis régler ce problème-là. Troisième information, c'est le piratage du réseau informatique des lycées dans la région parisienne. Et donc, il y a eu des menaces qui ont été proférées contre des lycéens, des menaces d'attentats et des choses comme ça. Finalement, la police du net a poursuivi, font les liens pour découvrir effectivement que c'est un canular, mais on cherche à coincer ceux qui ont lancé, qui ont piraté ce système informatique des lycées et qui plaisantent justement avec ce genre de menaces. La dernière nouvelle, vraiment, c'est la mort de Frédéric Mitterrand, le neveu de François Mitterrand. On le connaît, c'est un grand communicateur, un grand communicant. Il a été même ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. Et on connaît sa célèbre formule, hein, « Bonsoir !» Et donc tout le monde est en émoi justement, mais il est mort de cancer à 76 ans. Et en parlant de cancer, on a fini par découvrir finalement, après un communiqué du prince de Galles, que la princesse de Galles, Catherine, suit un traitement anti-cancer qui a été découvert justement quand elle a été opérée tout récemment
dans la clinique privée de Londres. Et donc, ça fait un choc pour l'opinion anglaise. Et en même temps, on sait les tabloïds hein, qui avaient tapé là-dessus quand elle a publié des photos falsifiées. Ça a été très dur. Maintenant, bon, c'est plutôt de l'émotion de savoir qu'elle suit un traitement anticancéreux comme le roi Charles, quoi. Donc voilà un peu les quelques nouvelles. Et puis on attend le match de l'équipe de France contre l'Allemagne. Donc les débats sont là aussi pour savoir si la France va gagner ou pas, puisque le dernier match amical, la France avait perdu contre l'Allemagne. Donc voilà en gros les quelques nouvelles que je voulais partager avec vous et puis avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup, professeur Alfred Echango. Je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne en France et il nous joie toujours de partager avec nous les nouvelles de France. Alors, Maître Mathia, en suivant un peu les nouvelles de France avec le professeur Alfred Echango, quelles nouvelles vous a retenues? Bon, j'ai suivi. Est-ce que j'ai suivi ce qui a été dit, oui. Je n'ai pas de commentaire particulier. Par exemple, vous imaginez des sangliers circuler dans la ville de Kinshasa? Dieu merci, on n'a pas ce genre de problème. On en a déjà assez ici. Voilà, voilà. Alors, nous avons quand même aussi les autres qui sont présents pour qu'ils essaient un peu d'intervenir. Alors, Madame Valériane Ndena, depuis Dakar au Sénégal, qu'est-ce que vous avez retenu de bon quand vous avez suivi les nouvelles de France? Vous allez nous parler un peu des élections là-bas chez vous, hein? Bon, en même temps, les élections, mais c'est surtout que le professeur, il faudrait qu'il nous dise aussi un peu plus des nouvelles de chez nous aussi. Je pense que plusieurs personnes vont être en mode qu'est-ce qui se passe chez nous en ce moment, parce que surtout pour certains d'entre nous qui ne sommes pas sur place et qu'on est souvent perdus entre les informations. De toute façon, Valéria, ne vous en faites pas, nous aurons les nouvelles de la République démocratique du Congo au courant de cette émission. Excellent. Non, de ce côté-ci, les élections se préparent, ce sera le dimanche, donc on va voir comment ça se passer. C'est un bon modèle de démocratie qui vient d'être un peu une gifle sur le visage de plusieurs qui, déjà en interne au niveau du Sénégal, qui essayaient quand même de pousser le bouchon, et aussi dans plusieurs pays d'Afrique, c'est voilà, de dissocier un petit peu, d'avoir une administration forte et des systèmes qui soient forts, qui sachent dire non au président en place. C'est encore aussi un rappel que la corruption, et c'est pas qu'il n'y en a pas au Sénégal, je ne dis pas le contraire, mais que la corruption n'est pas la réponse à tout et qu'à un certain niveau, à un moment donné, les personnes qui portent la nation, l'histoire d'une nation entre les épaules, peuvent dire non aux séductions politiques qui peuvent avoir lieu dans un État. Ça, c'était un très bon rappel à l'ordre d'une Cour constitutionnelle qui a été catégorique en face d'un président de la République qui a voulu être un peu greedy, c'est quoi encore qui a voulu être, en français je cherche le mot, qui a voulu être très avare, voilà, qui a voulu être avare avec le pouvoir, avare avec le pouvoir, pour pouvoir jouer un petit peu avec les candidats, parce que les candidats qui étaient dans les tableaux ne lui plaisaient pas. Il voulait une succession qui allait être intéressante pour lui, et donc il lui fallait un peu plus de temps, vu comment ça s'était passé dernièrement, mais on a vu quand même une administration qui a tenu tête en disant c'est notre décision qui dépasse et qui surpasse celui du président quant à ce qui concerne le calendrier en tant que tel. Et bien sûr, une communauté qui s'était mobilisée parce qu'en fait, tous les jours à Dakar, quasi tous les jours, au moins 3 fois par semaine, il y avait démonstrations. Le modèle de démonstration quand même au Sénégal qui est très intéressant, c'est que les gens vont travailler le matin, c'est à partir de 15h que ça commence. Et donc, c'est des demi-journées pour la plupart des entreprises, pour tous les autres fonctionnaires et autres, donc pour des raisons de sécurité. Et franchement, il y avait la jeunesse dehors et la répression avait été forte. Plusieurs étaient incarcérés, pour jeunes, mais en même temps, ils ont eu raison de le faire.
puis c'est un peu ça. Merci beaucoup, Madame Valériane Ndena. Peut-être aussi un mot, après avoir suivi un peu les nouvelles de France et les nouvelles du Sénégal rapidement. Peut-être un petit commentaire, c'est l'essence de la rubrique Point de vue, justement, après avoir écouté ces nouvelles. Quel est votre point de vue, Monsieur Setkikouni? Oui, merci Padre et bonsoir une fois de plus. Bon, je n'ai vraiment pas de commentaires par rapport aux nouvelles de la France. Et par rapport au Sénégal, je dirais tout simplement que nous suivons de près le processus électoral, comment ça se passe. Et ça, je crois d'une certaine manière, nous sommes à la fois inquiets et satisfaits parce que nous constatons que la justice sénégalaise essaie quand même de jouer son rôle d'arbitre entre politiciens et ça nous rassure en tant que Congolais parce que nous ne vivons pas cela dans notre pays. Voilà tout ce que je peux dire. Merci, merci beaucoup, Monsieur Setkikouni. Et nous reviendrons encore à vous pour d'autres points de vue. Maintenant, nous reprenons notre invité, Maître Mati Karen Chitak Yav. C'est le nom complet, n'est-ce pas? Oui, c'est mon nom. Voilà, nous revenons un peu à votre expérience professionnelle, puisque vous avez essayé d'être brève et peut-être modeste ou bien humble. Alors, avant de créer votre propre cabinet Karen Chitok et Associés, et vous avez quand même travaillé aussi au cabinet Perry, toujours à Kinshasa. Et puis, vous avez travaillé, je crois, comme consultante environnementale à Alternative alors, comment est-ce que Coccinelle, c'est comme ça qu'on prononce, ou bien Coccinelle. Alors, et puis à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Washington, aux États-Unis d'Amérique, comme conseillère juridique. Et puis aussi à Varans SARL. Madame Mathiave, c'est comme si vous avez déjà vécu 100 ans. Ça vous fait. Allez, parlez un peu de ces expériences comme ça rapidement. C'était une année, 6 mois. C'est déjà beaucoup. Vous semblez encore jeune. On ne donne pas l'âge des femmes, mais vous semblez encore jeune quand même. Je suis jeune, je me sens très jeune, mais c'est vrai que j'ai quand même vécu beaucoup de vies, plusieurs vies, pardon. Mais pour essayer un peu de résumer sans chercher à m'étendre sur tous mes... J'ai eu de la chance de trouver un travail avant de finir mon cursus académique. Donc, bon, désolé, c'est mon chien qui est dans la voiture. C'est un garde du corps alors. Hein? Oui. Donc, juste avant de finir mon cursus académique, j'ai eu de la chance de me faire engager. J'ai travaillé dans une multinationale et puis donc, un peu comme, disons, Madame Valériane, là, puisqu'elle est déjà passée d'un dialogue avec, là où je l'avais bombardé aussi des questions, elle aussi a fait presque... Oui, je connais d'ailleurs Madame Valériane. Je suis très appréciative de son parcours. Donc, j'ai été engagée dans une multinationale et puis j'ai quitté celle-là pour aller dans une autre qui était cette fois-là dans les mines. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'en fait, je plafonnais. J'avais envie de trouver mieux, de me réaliser. Et Kenzo. Voilà, les chiens font aussi les dialogues avec, donc ils participent à l'émission. J'avais besoin de me réaliser, de ne pas seulement travailler pour de l'argent, mais d'accomplir, de servir une cause. Donc, ça passait pour moi par cet aspect où je devais voir comment concilier les besoins de mon pays avec ce que je pouvais offrir. J'avais déjà travaillé dans ce qui est responsabilité sociale des entreprises. J'avais travaillé dans le secteur l'industrie extractive et j'ai été interpellée d'une certaine manière par
ce qui se passait au niveau de la gestion de l'environnement, mais aussi du fait que j'avais pas vraiment l'impression qu'on préparait l'après-mine. Donc, j'ai décidé de me spécialiser en droit international de l'environnement pour voir quels étaient les différents instruments que la RDC pouvait utiliser pour faire valoir ses droits. Maître Mati, on y arrive maintenant, puisque c'est vraiment peut-être le point focal de notre dialogue aujourd'hui. Vous vous intéressez donc à l'environnement dans le droit, et c'est plutôt rare. Vous avez même dit ça, hein, qu'il n'y en avait pas beaucoup qui s'intéressaient au droit de l'environnement. Nous allons un peu en parler, puisque régulièrement, le gouvernement du Congo parle de pays solutions dans le domaine de l'environnement notamment. Et comment est venue l'idée de vous spécialiser dans le droit de l'environnement, puisqu'il y a beaucoup de défis en République démocratique du Congo, surtout là où vous exercez, vous restez dans la capitale Kinshasa. Il y a un sérieux problème d'environnement. D'abord, vous vous êtes intéressé à ça au niveau international, et puis nous allons arriver quand même au niveau local aussi. Parlez-nous d'abord au niveau international. Alors oui, comme je disais, j'ai voulu, moi, à l'université, l'option de ma licence, à l'époque, on appelait ça comme ça, je sais pas avec le système LMD si ça a changé. L'option de ma licence, c'était droit public international. Donc, même master au niveau de LMD. Non, ok, d'accord. Master. Donc, droit public international, et même mes stages, je les avais fait au niveau des affaires étrangères, donc tout ce qui était tourné vers l'international. J'ai décidé compte tenu du régime moniste du droit, c'est-à-dire que nous, dans notre système juridique, nous intégrons dans l'arsenal juridique les textes internationaux que nous avons ratifiés. Donc, ça devient des sources de droit dans notre pays. Et sur base de ces sources-là, on peut appliquer ou voir comment faire appliquer certaines sanctions. Donc, je me suis spécialisée en droit international de l'environnement, et j'ai réalisé, premièrement, qu'il y avait des instruments internationaux dont nous ne nous servions pas, qui auraient pu nous aider à remettre sur plus ou moins le droit chemin certaines entreprises, certaines multinationales qui auraient pu faire en sorte que nous exercions des moyens de pression sur certaines entités. Si on parlait rapidement, puisque il y aura peut-être beaucoup d'autres questions aussi, même de ceux qui sont là et des spectateurs. Quels sont ces instruments-là, par exemple, que la République démocratique du Congo n'utilisait pas? Je vais prendre un cas pratique, par exemple pour les sociétés minières. Lorsque vous avez la plupart des sociétés minières en RDC sont des joint ventures, c'est-à-dire vous avez l'État qui est associé, et vous avez d'autres associés qui généralement sont des firmes internationales. Certaines firmes internationales, de par leur nationalité, sont soumises au régime juridique de leur pays d'origine. Donc, il y a moyen, par exemple, de faire jouer certaines normes qui sont appliquées dans le pays d'origine et pas nécessairement des normes qui sont enregistrées des normes qui sont enregistrées en RDC. Ça, par exemple, ça aurait pu aider à faire en sorte que les mesures de responsabilité sociale soient un peu plus bénéfiques, on va dire ça comme ça, pour les populations locales, les populations environnantes, celles qui sont un peu affectées par certains projets. Des endroits où ces sociétés exploitent, quoi. Oui, en quelque sorte, on peut dire ça. Je vais aller vraiment de manière vraiment pratique. Je vais prendre un exemple concret. On va dire que il y a pollution dans un cours d'eau qui est
où une société minière, par exemple, déverse ses rejets ou ses eaux usées, quelque chose comme ça. Alors, admettons que détruisent l'environnement notamment. Hein. Admettons que cette société soit américaine. Les normes américaines s'appliquent à toutes les compagnies américaines qu'elles œuvrent sur le sol, américain ou qu'elles œuvrent sur le sol américain ou à l'étranger. Donc, normalement, si nous pouvons établir ici en RDC que ces normes n'ont pas été respectées, on peut poursuivre la société américaine déjà au niveau des tribunaux américains. Ça, c'est une possibilité. Et puis maintenant, il faut un peu voir en fonction des différentes sociétés qui sont dans les joint ventures, comment faire jouer ces normes-là. Donc, en gros, ça, c'est un aspect c'est un aspect du droit international qu'on peut faire intervenir dans la gestion environnementale de la RDC. Après, il y a vraiment ce qui est basique, les accords internationaux, les traités, les protocoles, comme le protocole de Nagoya, par exemple, qu'on peut faire jouer en ce qui concerne les revenus que les populations les peuples autochtones et les populations locales peuvent percevoir quant à l'utilisation de leur savoir traditionnel. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, s'il y a des cas particuliers, les gens peuvent, ou des questions particulières, les gens peuvent venir en consultation. Je suis disponible. Voilà, en consultation ici, hein, donc pendant l'émission, il y aura certainement des questions. Hein. Nous avons, disons, Madame Valériane qui est là, et puis aussi Seth Kikouni, et puis le professeur Chango, hein, qui pourront poser des questions. Pour le moment, avant de revenir à vous, nous allons prendre un peu de temps pour suivre l'interview que j'ai faite avec M. Stani Boujakera, que beaucoup connaissent, qui est un journaliste de la République démocratique du Congo qui a été arrêté pendant plusieurs mois, disons, par les services et puis mis à la prison de Makala après un article de Jeune Afrique qui parlait un peu de la mort de M. Chérubin Okende. Et alors, on l'a soupçonné d'avoir livré le document, un faux document, et il a été mis en prison. Et il a été finalement jugé. Et puis, le ministère public a ans de prison, finalement. Et on a 6 mois, comme il avait déjà passé plus de 6 mois en prison, il a été dernièrement libéré. Alors, nous avons essayé de lui poser un peu quelques questions et que nous allons découvrir ensemble, et puis alors nous allons commenter, notamment en commençant par M. Seth Kikouni qui va donner aussi son point de vue après avoir écouté M. Stani Boujakera. Suivons ensemble. Comment est-ce que vous avez apprécié beaucoup de soutien que vous avez reçu de la part de vos confrères des organisations, que ce soit nationales et internationales? D'abord, je vais profiter ici pour dire merci à toutes ces organisations, à toutes les voix qui se sont levées de partout au pays, ici en RDC et partout à travers le monde pour défendre le principe, pour défendre le valeur, pour défendre nos droits, la liberté qui ont été menacés par cette arrestation. Je dis merci à toutes les personnalités, merci à toutes les organisations, à tous les confrères journalistes ici au pays comme à l'étranger. La prison, c'est beaucoup de chagrin, c'est beaucoup de difficultés, c'était dur comme épreuve. Mais c'est le professionnalisme, notre professionnalisme qui a été notre rempart pendant cette dure épreuve. Et voilà, près de 7 mois après, nous avions été libérés après beaucoup de rebondissements et de situations par rapport à cette libération. Je dis donc, comme je l'ai dit tantôt, merci à tout le monde qui s'est mobilisé pour
défendre la liberté de la presse et le journalisme indépendant en RDC. Alors, vous avez été libéré un jour, peut-être un jour seulement avant les funérailles de M. Cherubin Okende. Tout le monde sait que c'est son assassinat qui est d'une manière ou d'une autre, ou qui a été d'une manière ou d'une autre, la raison de votre emprisonnement. Comment est-ce que vous avez vécu ces faits-là et de vivre ces funérailles et aussi de vivre votre libération de la prison? Concours de circonstances, peut-être, je n'y attendais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Vous savez, quand vous êtes prisonnier, vous êtes en état où je peux dire que c'est la dépossession de soi. Vous êtes dépendant, vous subissez, que c'est ça quand vous êtes prisonnier. Donc, je ne m'attendais déjà pas à ces concours de circonstances, mais j'ai beaucoup plus de chagrin pour tout ce qui s'est passé, la famille du député Okende. Nous, journalistes, on ne revendique qu'un seul droit, le droit de faire librement notre travail. On ne revendique qu'un seul droit, le droit d'exercer sans pression, sans intimidation aucune, sans menace aucune notre travail, et on met à la disposition de la population l'information, et l'information, je vais dire l'information certifiée. Alors, votre emprisonnement et aussi votre libération, quelles leçons tirez-vous de votre métier, qui est un métier noble et aussi un métier de risque? Quelles leçons vous avez tirées de cet emprisonnement? C'est beaucoup de choses, parce que tout le temps que je passais à Makala, j'avais beaucoup d'interrogations, notamment sur les faits. Est-ce qu'il faut renoncer? Est-ce qu'il faut avoir peur? Parce qu'avec cet emprisonnement, j'ai l'impression que c'est nos fondamentaux, c'est le travail indépendant du journaliste qui a été menacé. On veut faire peur aux journalistes, on veut faire taire le journaliste, on veut encadrer ce qu'un journaliste doit faire. On ne veut pas que le journaliste puisse exercer librement son travail. Et nous, on refuse ce journalisme qui accompagne ce journalisme de complaisance. Ça, c'est ce genre de journalisme, je ne sais pas l'incarner. Avec tant d'autres confrères, nous voulons incarner dans ces pays un journalisme indépendant qui ne fait que son travail, collecter, traiter et diffuser des informations certifiées. Ce qui s'est passé, c'est une atteinte grave à l'exercice de notre travail dans ces pays. En Afrique, c'est comme ça que j'exprime ici toute ma compassion à tout journaliste, aux journalistes partout à travers le monde entier, en Afrique et particulièrement en RDC, qui sont victimes de l'autoritarisme, qui font face à l'oppression. Mais je l'ai dit et je ne cesse de dire à tous les confrères journalistes, ne renoncez pas face à l'oppression, résistez, restez debout, restez professionnels, continuons de faire notre boulot en toute indépendance sans céder à la pression. Alors, vous avez anticipé la question que j'allais vous poser. Quel conseil pourriez-vous donner aux autres journalistes qui vivent peut-être aussi la même situation d'emprisonnement, de menaces? Et je crois que c'était un bon conseil, sauf si vous voulez encore ajouter quelque chose. Mais sinon… Restons debout. Je vais dire aux journalistes de rester debout, de rester forts, rester braves, rester du côté de l'information, rester du côté de faits. Rester du côté du professionnalisme, parce que le professionnalisme est notre seul rempart. C'est le conseil que je vais donner aux journalistes. Toute cette mobilisation autour de mon arrestation pour que les autorités arrivent à répondre positivement à tout ce que tout le monde
revendiqué depuis le 8 septembre 2023, date à laquelle j'ai été injustement arrêté, c'est parce que notre professionnalisme a joué un grand rôle. Donc, je demande aux journalistes de travailler avec beaucoup de professionnalisme, que le professionnalisme soit notre seul rempart. Voilà, merci beaucoup, hein, Stani Boujakera. Content de vous savoir libre et de vous voir libre. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ce temps que vous nous avez merci. Mais merci beaucoup. Une petite question seulement pour rire. Hein. Bon, j'ai vu vos photos avant l'emprisonnement. Je vous vois maintenant et on voit beaucoup de cheveux et un peu de barbe. Ça sera, disons, la nouvelle face de Stani Boujakera après la prison, bien vous allez vous raser quand même finalement? Bon, c'était juste un moyen pour moi de contenir cette période très difficile de ma vie. Donc, je contenais ma colère avec ces looks, donc le cheveu, la barbe, tout ça. Maintenant que la prison est derrière nous, ça va partir. Mais le dernier message peut-être pour sensibiliser les autorités sur la situation à la prison centrale de Makala, construite pour une capacité d'accueil de 1500 personnes. Aujourd'hui, la prison centrale de Makala en est à plus de 14 700 détenus qui sont dans des situations inhumaines, déplorables et indignes. Et parmi les 14 700 détenus, vous avez au moins près de 9 000 prévenus, avec à peine entre 1500 ou 2000 condamnés, et d'autres prisonniers qui sont en train d'attendre des jugements qui n'arrivent peut-être pas, qui arrivent dès 3, 4, 5 ans plus tard. Donc, ce sont des situations où les autorités devraient vraiment faire de leur mieux pour remédier à tous ces problèmes. Les détenus ont droit à la vie et à un bon traitement. C'est mon plaidoyer. Je viens de Makala et je peux vous le dire, Makala, c'est un mouroir. La prison de Makala, c'est l'antichambre de l'enfer. En tout cas, merci beaucoup, Stani Boujakera. J'espère vous revoir peut-être très bientôt. Merci. À très vite. Merci. Voilà, nous venons de suivre là M. Stani Boujakera. Il y a des gens qui nous suivent, et notamment notre Madame Pensée du jour, hein, qui a écrit qu'elle était contente de revoir M. Stani Boujakera. Alors, M. Seth Kikouni et les autres aussi, hein, le professeur, aussi Maître Mathia, aussi Valériane Nena, vous venez de suivre M. Stani Boujakera. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ses propos, hein, spécialement? C'est Seth Kikouni. Le micro, on ne vous attend pas. Oui, merci beaucoup, Padre. Je viens de suivre Stani Boujakera. Permettez-moi d'abord de dire que Boujakera est peut-être le journaliste le plus apprécié et le plus respecté par les politiciens. Tous les politiciens congolais les considèrent vraiment comme l'information certifiée, parce que lorsque Stani publie ou diffuse quelque chose, on ne se pose pas mille questions, on ne cherche même pas à savoir quelle est la source de cette information, parce que nous le savons sérieux et crédible dans ce qu'il fait. Stani entretient de très bonnes relations avec tous les politiciens. Il a toujours fait part d'un très grand professionnalisme. Il ne ressemble pas à tous ces journalistes-là qui, lorsqu'ils ont besoin de traiter une information, demandent quelques sous. Il ne les fait jamais, ça je peux vous le confirmer pour l'avoir fréquenté. Au contraire, moi je suis homme d'affaires comme vous le savez, j'ai des business. Stani a aussi été mon client. C'est-à-dire qu'il diffuse des informations sur vos activités, mais lorsqu'il vient chez toi, il achète avec son argent en tant que journaliste.
Il ne demande pas quoi que ce soit, il ne demande pas de faveur, il fait ses achats et puis il part. Donc c'est quelqu'un de très apprécié. Ça me fait vraiment de la peine de voir qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu. Nous sommes dans l'arbitraire malheureusement et je ne sais pas comment est-ce que il pourra récupérer les 6 mois passés injustement en prison parce qu'il ne le méritait pas. Il a relayé une information qui était vraie parce que ça s'est confirmé après, surtout avec la dernière sortie, bon, qui est aussi injuste parce qu'il est en flagrance de Modéron Simba, qui confirme un peu ce qui s'est passé. Donc on comprend aujourd'hui que Stanis a été emprisonné injustement. Et ça me fait de la peine, ça nous fait beaucoup de peine. Les médias, c'est le 4e pouvoir. On ne peut pas imaginer un État démocratique sans une presse libre. Alors, lorsque les politiques commencent à intimider les journalistes dans le but de faire taire ce 4e pouvoir, lorsque un procureur de la République qui prend la parole pour interdire tout commentaire des décisions de justice, même si ces décisions ne sont pas justes, ça prouve que nous sommes dans l'arbitraire et qu'un climat de terreur un climat de terreur s'installe petit à petit dans le pays. Ça me fait beaucoup de peine. Donc voilà, je compatis avec Stanis, je l'encourage à continuer, je salue sa résilience, je comprends que il a décidé de continuer son parcours en tant que journaliste indépendant et qu'il ne va pas céder à toutes les intimidations. Et j'ai aussi apprécié le fait qu'il a parlé de la prison de Makala, qui est aussi, comme il a dit lui-même d'ailleurs, un mouroir. Surpeuplé, disons. On ne peut pas. Surpeuplé, j'étais là-bas moi-même lorsque j'ai rendu visite à Jean-Marc Kaboult. J'avais eu la chance de parler avec le directeur de la prison qui a confirmé les propos de Stanis, que la prison a été construite pour 1500 détenus. Aujourd'hui, ils sont à plus de 14 000. Et il m'a aussi révélé que le plus grand problème avec la prison de Makala, c'est le fait qu'on mélange tous les criminels. Le voleur de pain côtoie le terroriste qui a été transféré de l'Est du pays. C'est en cet endroit-là qu'il y a recrutement, qu'il y a lavage de cerveau, qu'il y a tous les autres crimes. Donc, au lieu que la prison sert de cet endroit-là qui rééduque les citoyens, ça transforme au contraire certains petits criminels en grands criminels à cause simplement des conditions. Donc voilà, je crois que la voix de Stanis sera aussi entendue. Et dans tout ça, il y a un autre problème, c'est le fait qu'il a été condamné. J'espère aussi que il ira en appel pour que cette justice malade, c'est vrai, on n'y croit pas trop, mais que cette condamnation-là puisse être annulée parce qu'il ne le mérite pas. Il ne mérite pas cette lettre-là qui a été diffusée. Bon, je ne sais pas, il n'était pas l'auteur de cette lettre-là d'abord, mais c'était vrai, ça provenait vraiment de l'ANER, ça nous le savons tous. C'est vraiment un secret de polichinelle. Donc voilà tout ce que je peux dire par rapport à Boujakera. Alors, merci beaucoup, Monsieur Setkikouni, de votre point de vue, justement. Hein, ça, c'est la rubrique même, c'est le point de vue. Donc, on respecte le point de vue déjà. Nous sommes en démocratie. Et nous donnons aussi la parole au professeur. Non, peut-être. J'ai fait encore attendre un peu le professeur. Madame Valériane, un petit mot à propos de l'interview que nous venions de suivre de M. Stani Boujakera. Micro. Merci. Non, c'est très intéressant de voir encore ce que j'évoquais, non, en comparaison, qui n'est pas forcément raison, mais en comparaison avec ce qui se passe un petit peu ailleurs, d'avoir une administration et une juridiction forte qui tiennent tête aux décisions politisées dans beaucoup de cas.
contre à la fois des journalistes, mais aussi des activistes dans certains cas. Pour le cas de Stanis, c'est vraiment plus du journalisme. Mais on a aussi beaucoup de répression pour les activistes qui sont censés être là. Et c'est tellement triste de savoir que beaucoup de ceux qui partagent le gâteau aujourd'hui ont été les opposants d'hier, ont été les activistes hier, ont été pour certains même des journalistes qui se disaient indépendants et avec la critique facile non, de l'administration Kabila et même de ses prédécesseurs. Et aujourd'hui, ils sont en train de baigner exactement dans les mêmes, je dirais, les mêmes erreurs, dans les mêmes fautes qu'ils avaient attribuées à leurs prédécesseurs. Donc, c'est dommage. Je sais qu'il y a beaucoup aussi, à entendre Stanis, il y a beaucoup de, comment on dit ça, de dommages collatéraux, mais surtout, ce que je voulais dire, c'est des pots de vin, enfin, de paiement, des difficultés entre j'ai pas envie de dire que c'est tout le système qui ne fonctionne pas, mais les quelques personnes qui, quand vous avez un problème avec quelqu'un qui veut vous faire payer, c'est dommage de voir quand même que ceux qui sont à des positions plus élevées, et je vois ici, la critique va même aller beaucoup plus haut, de voir qu'ils n'interviennent pas dans ce genre de cas-là lorsqu'on veut politiser la justice, mais ils n'interviennent que lorsque ça les arrange. Non, on a vu le cas des procès 100 jours, que je ne tiens pas du tout à comparer avec le procès de Stanis, mais on voit bien que quand ça arrange de politiser les procès, on le fait, et quand ça n'arrange pas et qu'il faut essayer de rester loin de ça, on n'hésite surtout pas à le faire. Ça, c'est ce que je vois. Malheureusement, c'est triste et ça montre aussi le niveau de cupidité qu'on a au niveau du pays, et le mal est profond. On a beaucoup de gens, et je titille un peu M. Seth Kikouni, je sais qu'il a la casquette d'observateur aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'inscrit en tant qu'opposant, et j'espère vraiment que la classe de l'opposition actuelle, qui est en train de rajeunir, va pouvoir nous offrir des occasions d'être fiers, comme l'est aujourd'hui la communauté sénégalaise en général. Même j'ai des collègues avec qui j'échange, qui sont tellement fiers de leurs pères et mères qui sont dans la Cour constitutionnelle, même certains au Parlement qui ont dû se battre. Et est-ce qu'on a encore de l'espoir pour le Congo? J'ai envie de répondre oui, mais j'ai aussi l'impression que la fenêtre est en train de se rétrécir à cause du niveau de corruption et de cupidité. Encore une fois, j'insiste, la corruption au Sénégal ou dans d'autres pays en Afrique, même ailleurs, hein, il y en a, mais il y a un niveau d'humanité qu'on ne peut pas sacrifier. Et c'est tellement dommage que pour notre pays, on y arrive. Il y a un niveau de clairvoyance, par exemple le cas de Stanis et même plusieurs autres qui malheureusement se retrouvent derrière les barreaux, que l'on sacrifie parce que voilà, on a peur qu'il y ait répression en interne. C'est ça qui est le plus triste. Et même si on continue d'espérer pour le Congo, on continue d'espérer sur un vrai renouvellement de la classe politique. Les opposants seuls, pas forcément la solution, mais peut-être un petit espoir. Voilà. Merci beaucoup, Madame Valériane. Il y a aussi un spectateur qui avait écrit là, hein, en suivant un peu ce que M. Seth Kikouni a dit, qu'on mélangeait par exemple de petits bandits avec disons des grands bandits. Et donc le petit bandit apprenait à être plus bandit que quand ils sont entrés en prison. Donc il n'y a pas de rééducation. Alors M. Moins Sakal a dit qu'il y a aussi des jeunes, hein, qui sont exposés à une population adulte. Donc ça, ce sont des réalités de la prison centrale de Makala en République démocratique du Congo. Alors, on écoute aussi le point de vue du professeur Chango rapidement. Hein, prof, qu'est-ce que vous en dites? Micro encore. Micro. Oui, je disais peut-être Maître Réa, vous voulez intervenir, sinon, écoutez, non, Maître Ayav, elle est invitée. On a le temps pour elle, c'est juste rapidement. On va donner la parole, on va la reprendre. D'accord. Donc, mais moi, je souscris totalement à ce que Seth Kikouni a dit. Est-ce que Madame Valériane a dit? Moi, je fais partie de ceux qui, sur Twitter, ont mené ce combat pour que
Stanislas Bujakera soit libéré. J'ai beaucoup écrit là-dessus et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de dignité en sortant de Makala. Parce qu'effectivement, c'est un mouroir. Ça, c'est une première observation. Il fait preuve de beaucoup de dignité parce que quelqu'un d'autre aurait réagi autrement. Alors, il s'est engagé à ne pas interjeter appel parce qu'il n'a pas confiance en la justice de RD Congo. Et effectivement, l'Afrique a mal à sa justice. Ce n'est pas seulement la RD Congo, mais on peut étendre ce constat à toute l'Afrique où des journalistes, des activistes des droits de l'homme, etc., sont emprisonnés en Afrique parce qu'ils contestent ou qu'ils diffusent des informations qui sont vraies, mais qui contrecarrent les intérêts des politiciens. Et ils se retrouvent en prison. Mais dans notre pays, c'est amplifié, c'est exponentiel, c'est amplifié à un tel point que, au fond, n'importe qui peut aujourd'hui se retrouver en prison parce que il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et puis, bon, voilà, c'est tout. Et puis, la corruptibilité de la justice de RD Congo, enfin, Tshisekedi l'a dit, hein, la justice de ce pays est malade complètement. Donc, voilà. Il y a d'autres personnalités qui sont en prison. Salomon Kalondade l'a dit, par exemple, Mike Mukebai, qui sont en prison, sans qu'on sache très bien pourquoi ils sont retenus en prison. La surpopulation carcérale qu'évoquait Stanislas Bujakera. Pourquoi il y a cette surpopulation? C'est parce que la corruption les juges veulent de l'argent. Et la plupart de ces personnes qui se retrouvent là, qui n'ont rien à faire, qui passent des années en prison, c'est qu'ils n'ont pas corrompu. Disons-le ouvertement, ils n'ont pas donné d'argent. Parce que tu viens, tu donnes au juge, eh bien l'affaire est vite réglée. Ça pose une autre question à notre pays, justement, sur la formation des juges, des magistrats, sur les honoraires et les émoluments de ces magistrats. Il faut les payer. Si on ne les paye pas, on arrive à ces genres d'abus que l'on constate. Enfin, moi, je regrette que le ministre de la Justice, enfin de l'Information, Patrick Muyaya, vous voyez, on a la chance d'avoir des jeunes RD congolais qui ont été bien formés, Seth Kikouni, on a Maître Yav ici, on a Valériane, les Patrick Muyaya, Stanislas Bujakera, mais on voit que les uns, quand ils ne sont pas au pouvoir, ils ont un comportement, ils arrivent au pouvoir, ils adoptent le réflexe, justement, j'allais dire, pavlovien du pouvoir au fond. Et donc, même pas de protestation pour dire vous ne pouvez pas arrêter un journaliste qu'on accuse injustement, un innocent, alors que tout le monde, comme Seth Kikouni l'a dit ici, mais tout le monde sait que les documents qu'il avait publiés provenaient justement des services. Donc, il y a beaucoup à dire, beaucoup à faire, mais en tout cas, je me réjouis qu'il soit sorti de Makala, qui est comme ça, un mouroir. Un mouroir, comme il a dit. Voilà, merci beaucoup, professeur Alfred. Alors, il y a des auditeurs aussi qui continuent à écrire. Hein. Je rappelle que ceux qui nous suivent à travers YouTube et à travers aussi Twitter surtout, ils peuvent écrire et nous allons afficher leur point de vue, puisque le point de vue dans le monde aujourd'hui est plutôt libre. Alors, il y a monsieur Bangala qui dit quel est le premier défi partout en Afrique subsaharienne. Les présidents tripatouillent les lois, la Constitution à leur guise, et je crois qu'il a suivi un peu ce que disait Madame Valériane. Hein. Donc, la Constitution à la guise avec la complicité des juges corrompus jusqu'à la moelle épinière qui ont vendu leur âme au diable pour leur... Voilà, et la phrase n'est pas terminée, leur âme pour leur intérêt personnel, en fait. C'était ça. Et puis, il y a toujours monsieur...
Denis Bangala qui écrit encore « Il faut réhabiliter l'indépendance des juges et qu'ils ne soient pas redevables au président ou instrumentalisés par la politique rentre, des jugements bidons, concoctés des délits. Souvenez-vous de la condamnation de Ousmane Soko, corruption, disons, ça c'est, nous sommes bien au Sénégal, et où il a été condamné pour la corruption de la jeunesse. Merci beaucoup pour les gens qui interviennent, il y a encore du temps, mais maintenant nous allons poursuivre notre émission en reprenant notre invité du jour, sauf si elle a un mot à dire sur ça, mais on va lui épargner les commentaires parce que nous revenons à elle exactement maintenant. Alors, Maître Mathiave, nous revenons à vous. Nous allons parler environnement. Vous avez déjà évoqué les lois ou bien la situation de l'environnement au niveau international avec des lois, évidemment. Et vous avez parlé notamment des sociétés qui exploitent dans notre pays et qu'est-ce qu'ils devaient faire, ainsi de suite, qui prévoient la loi ou les lois. Maintenant, nous allons revenir au pays, puisque quand on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement au niveau international, ce n'est pas seulement au niveau des multinationales qui viennent exploiter les richesses naturelles du Congo. Il y a beaucoup de choses dont nous devons parler aujourd'hui. Il y a évidemment nos faunes, forêts, environnement, oui, il y en a aussi, mais ça c'est peut-être un peu loin de nous. Mais quand nous regardons par exemple la ville de Kinshasa, puisque vous êtes là, Maître Mathiave, parlons un peu de Kinshasa. Plastique, pollution, il y a beaucoup de pluie, il y a de l'environnement, ça c'est grave, il y a beaucoup à faire, Maître. Oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a certains règlements, certaines lois qui ont été prises, qui ont été adoptées, qui ne sont malheureusement pas respectées. Je pense qu'il y a un arrêté provincial en ce qui concerne l'usage des sachets plastiques, qui est en vigueur depuis un certain nombre d'années, mais qui n'est pas... Personne ne les respecte. Personne ne les respecte. Oui, et je pense que ça, c'est quand même l'un des gros problèmes que nous avons au Congo. Nous avons un cadre juridique qui est plus ou moins défini pour beaucoup de choses, mais au niveau de la sanction, de la dissuasion, c'est pas le cas, l'impunité règne et nous avons de gros problèmes pour faire respecter nos textes. Donc, Kinshasa, c'est vrai, il y a le problème de l'insalubrité, qui est une conjonction de facteurs divers. On peut prendre en considération le fait que, par exemple, la décharge, on devrait avoir une décharge locale, mais qui n'est plus en état de recevoir nos déchets. Voilà. Alors maître, soyons un peu concret, maître. Vous avez bien utilisé le verbe qui devrait, mais dans la réalité, qu'est-ce qui ne va pas depuis tous ces temps? Puisque nous voyons la ville de Kinshasa, par exemple, maintenant, quand il pleut, nous voyons les images. La ville de Kinshasa devient de rivières, de fleuves, de lacs. C'est terrible, maître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous allez nous répondre après cette petite pause. Alors là, nous faisons un petit coucou à notre graphiste qui nous fait de belles affiches quand nous avons dialogue avec. Ce n'est pas une publicité payante, c'est juste pour faire un petit coucou à notre graphiste qui est en Afrique du Sud, M. Abou le Patriote. Je suis certain qu'il est en train de nous suivre. Alors, maître, la salubrité à Kinshasa, et donc quand il pleut, la ville est inondée, on utilise des pirogues ou je ne sais pas, les gens maintenant transportent les autres. C'est devenu effrayant, c'est comme dans un film, maître. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? C'est l'environnement quand même. La réponse, elle est multiforme, multisectorielle et honnêtement,
Bon, ça demande ça demande que plusieurs expertises soient mises ensemble. Le problème des inondations, c'est non seulement le fait qu'il y a des changements climatiques qui entraînent des précipitations beaucoup plus importantes que ceux on pouvait s'attendre, mais également la gestion au niveau de l'anticipation et de la gestion même de ces inondations qui pose ça pose problème. Ensuite, si on doit prendre le problème de la canicule, le fait qu'on ait par exemple coupé les arbres, le fait qu'on ait coupé les arbres, beaucoup d'arbres dans la ville fait aussi que on n'a plus assez de moyens d'absorber le dioxyde de carbone et de release. Excusez-moi, ça vient seulement en anglais, mais de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'oxygène qui circule. Donc, à plusieurs niveaux, l'État a failli à ses devoirs, mais aussi la population ne pose pas les actes qui permettraient de faire en sorte que la situation soit moins catastrophique qu'aujourd'hui. On retrouve des constructions anarchiques un peu partout, certaines construites sur des voies d'évacuation des déchets ou des alors voies là, je vous arrête un peu, maître. Quand les gens construisent comme ça, est-ce que c'est la faute à ces gens ou bien c'est puisque il y a une responsabilité quelque part de l'administration surtout ou de l'État, il faut le dire. Oui, j'ai commencé par dire que l'État a failli à sa mission. Mais la vérité, c'est que dans la pratique, par exemple ici à Kinshasa, l'État peut ne pas lotir. L'État peut ne pas lotir un espace. L'État peut ne pas lotir un espace, mais les personnes commencent à bâtir des constructions, à élever des constructions anarchiques. À un moment donné, on est obligé, on se sent obligé, l'État peut se sentir obligé de laisser faire, ou je ne vais pas dire on ne remarque pas, mais il n'y a pas, je vous ai parlé de l'impunité, mais il n'y a pas de suivi qui est fait, soit pour indemniser ces personnes, soit pour les délocaliser, et on se retrouve dans une situation où les autorités sont mises devant un fait accompli, et comme le suivi n'est pas évident, bon, ça pose problème. Je pense que la responsabilité de l'État, elle est établie, mais la volonté, la mauvaise foi de certains de nos compatriotes doit aussi être pointée du doigt. C'est très facile, on verra des gens qui prennent leurs déchets, qui les jettent sur la route ou dès qu'il y a un petit trou dans le quartier. Une fois que ça se remplit, alors à ce moment-là, on commence à faire appel au pouvoir public avec président Attal Labiso Likamboyo, première dame Attal Labiso Likamboyo, et c'est cet état d'esprit aussi que nous condamnons au niveau de la population. Voilà, maître, il y a un spectateur, monsieur Moins Sakala, qui dit l'accroissement de la population n'est pas, je crois, c'est ce que il voulait dire, n'est pas proportionnel, non, n'a pas proportionnellement suivi l'expansion de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, je ne vous ai pas bien suivi. Il y a un spectateur qui a écrit que l'accroissement de la population proportionnellement suivi l'expansion de la ville, en parlant notamment de la ville de Kinshasa, puisque c'est l'espace qui était toujours là depuis longtemps. Les gens, ils se sont regroupés là et alors ils ont barricadé des caniveaux, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas vraiment comme vous le présentez, ce n'est pas l'accroissement de la population qui n'a pas suivi. L'urbanisation qui n'a pas suivi. Maître, ce n'est pas moi qui présente, c'est notre spectateur qui a écrit Moins Sakala. Donc les gens qui nous suivent, ils donnent aussi leur point de vue. Ok, peu importe, je n'ai peut-être pas suivi, mais ce que je voulais bien suivi, mais ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas l'accroissement de la population qui n'a pas suivi l'urbanisation. C'est l'urbanisation qui doit suivre l'accroissement de la population. Donc, il faut qu'il y ait des experts
qui fasse le suivi, qui essaye d'anticiper, qui ait des prévisions. Alors, à ce niveau-là, ça pose quand même problème. Moi, j'ai un problème personnel parce que comment on dit, excusez-moi, parce qu'on a souvent incriminé le fort taux de natalité en Afrique et un peu en République démocratique du Congo, on l'a présenté comme un problème. La population est supposée être une ressource. On appelle ça d'ailleurs ressources humaines au niveau dans le secteur professionnel. La population est supposée être une ressource. Lorsqu'on calcule la densité de notre pays, on se rend compte que nous ne sommes pas un pays surpeuplé. Donc, normalement, il serait possible d'avoir des politiques urbanistiques, je pense, urbanistes ou urbanistiques, qui devraient pouvoir suivre la croissance de la population. Malheureusement, là où l'État pêche encore, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les statistiques nationales en termes de population ne sont pas disponibles et c'est très difficile de pouvoir planifier à ce niveau-là. Donc, l'État a encore mis face à ses responsabilités. Là, on ne peut pas nier, hein, c'est la responsabilité de l'État pour gérer la République et donc la chose publique. Alors, Maître, nous avons abordé l'environnement du point de vue international, du point de vue local. Certainement, on n'a pas encore fini, mais comme on est au niveau du dialogue, nous allons maintenant donner aussi la parole à ceux qui sont là pour dialoguer avec vous, poser des questions, hein, même aussi les spectateurs, disons, les téléspectateurs ou les spectateurs qui sont là, ils peuvent encore poser aussi des questions. Alors, on commence à donner la parole à Monsieur Seth Kikouni, hein, s'il a des questions à vous poser. Monsieur Seth Kikouni. Oui, merci beaucoup. La question autour de l'environnement, je pense que c'est une question existentielle qui malheureusement n'est pas assez vulgarisée à tous les niveaux. Pendant la campagne électorale, notre groupe de candidats qui soutenait Moïse Katumbi, nous espérions que les débats tourneraient autour de vraies questions de développement de la société, mais malheureusement, les débats ont tourné autour des questions identitaires et cela ne nous a même pas permis d'aborder cette question-là. Mais la question, elle est vraiment existentielle parce que les gens ne comprennent toujours pas que le défi que nous avons aujourd'hui autour de l'environnement, si nous n'arrivons pas à relever ces défis-là, nous allons en réalité tuer à moyen, à long terme l'humanité. Et pour nous, le problème de l'environnement est sous une forme d'humanisme. Pourquoi? Parce que la planète Terre, avec son environnement, est le seul espace, le seul endroit où l'être humain peut vivre. Nous n'avons pas un autre endroit où nous pouvons vivre. Mars n'est pas vivable, Vénus n'est pas vivable, nous n'avons même pas la technologie pour nous y rendre. Faire comprendre cela aux gens, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les pays occidentaux ont compris ces défis-là, mais nous peinons à les comprendre et nous n'arrivons toujours pas à réaliser que nous vivons encore dans un paradis que nous transformons nous-mêmes en enfer de façon artificielle. Et c'est vraiment très, très dangereux. Aujourd'hui, par rapport à Kinshasa, Maître a parlé de l'environnement au niveau local. Bon, je crois que la responsabilité à 99%, c'est la responsabilité du gouvernement. Parce que moi, j'ai une approche, une vision très matérialiste du monde. Cela veut dire que je pense que le gouvernement, l'État, doit faire ce qu'il a à faire et après venir contrôler et réguler le comportement de la population. Je donne un exemple. Parlons d'Intsele. Kinshasa est très grand.
la partie de Kinshasa dont il est question aujourd'hui, ne représente que 10% ou 15%. La zone habitable, là où nous sommes tous confinés, c'est 10 à 15%. Nous avons encore à peu près 85% de la ville de Kinshasa qui est vide. Les deux communes qui sont exploitées récemment sont les communes d'Ntsele et de Maloko. Moi, j'habite à Ntsele. Je fais partie des premières personnes qui ont construit Ntsele. Ma résidence officielle se trouve à Ntsele. Mais qu'est-ce qui se passe à Ntsele aujourd'hui? Quand nous étions partis là-bas, on a eu la chance d'acheter des très grands terrains, on a construit des villas. Mais aujourd'hui, il y a aussi spoliation à Ntsele. Vous allez voir que l'État arrive, il ne trace même pas convenablement des avenues. Et aujourd'hui, on ne respecte pas les 6 mètres, les 12 mètres des avenues. Et les gens construisent, l'État vient, les géomètres viennent, les gens du cadastre viennent, ils ne font rien. Aujourd'hui, les gens spolient pendant que l'État est là. Pourtant, le rôle de l'État, c'est d'abord tracer les routes, asphalter ces routes-là et obliger les gens à construire d'une certaine manière. Ça, c'est tout simplement l'irresponsabilité de l'État. Deuxième chose, même quand on parle de Kinshasa, l'ancien Kinshasa, aujourd'hui, il faut comprendre que le citoyen n'est pas obligé de fournir beaucoup d'efforts pour aider le gouvernement. Non, ça ne marche pas comme ça. Lorsque vous ne mettez pas en place des poubelles à chaque 100 mètres où les gens peuvent aller jeter des immondices, c'est tout à fait normal que les citoyens prennent tous ces plastiques-là et jeter dans les caniveaux. Alors, si l'État décide, par exemple, d'implanter des poubelles chaque 100 mètres, chaque 200 mètres, et que les citoyens ne vont pas jeter leurs immondices dans ces poubelles, c'est en ce moment-là que vous pouvez condamner les citoyens. Mais s'il n'y a pas ce mécanisme-là de récolter ces immondices, c'est très compliqué, c'est même injuste de condamner les citoyens dans cette situation-là. Je travaille je suis consultant de la plus grande entreprise turque qui avait d'ailleurs rencontré le président et qui est à Kinshasa, ça fait maintenant 2 ans pour le nettoyage de Kinshasa. C'est l'entreprise qui nettoie la ville d'Istanbul, c'est la même entreprise qui nettoie aujourd'hui plusieurs capitales dans le monde, Conakry, ils ont même obtenu un contrat à Brazzaville. Mais à Kinshasa, ils ont fait 2 ans. Ils ont dépensé beaucoup d'argent sans commencer le travail. Ils ont commencé à Funa 3 mois avant les élections. Pourquoi 3 mois avant les élections? Parce qu'un Ngobila avait besoin de se faire élire député. Il a payé une petite somme d'argent pour qu'il commence à la Funa. Mais cette entreprise-là est spécialiste en cette matière-là. Bon, c'est un autre débat. Faire venir des étrangers pour venir nettoyer Kinshasa est un autre débat. Mais le fait qu'ils soient là et que l'argent ne soit pas déboursé pour qu'ils puissent au moins nettoyer Kinshasa, c'est un autre problème qui montre que notre gouvernement n'est vraiment pas responsable en cette matière. Et nous sommes en train de détruire notre environnement et cela ne sera pas sans conséquence. Padra parlait aujourd'hui des inondations qui n'étaient pas de simples inondations. Il y a eu mort de Congolais à cause de ces inondations. Et demain, nous vivons quand même dans une zone où il pleut beaucoup. Ces catastrophes vont continuer, vont s'accumuler et puis nous allons encore déplorer plusieurs autres choses si rien n'est fait. Et donc voilà, moi contrairement à Maître, moi je mets 99% de la responsabilité sur les épaules du gouvernement parce que c'est au gouvernement de faire ce travail-là. Et pour chuter, on a tous vu comment est-ce que quelqu'un construit un immeuble de 7 étages en plein centre-ville et c'est lorsque cet immeuble-là s'est affaissé que nous avons vu l'État intervenir pour dire qu'il n'y avait pas de permis d'autorisation. Alors, lorsqu'il construisait pendant des mois et des mois, est-ce que l'État ne voyait pas cela? Ça veut dire qu'il y a une responsabilité quelque part et c'est ce que nous déplorons. Moi, j'insiste sur le fait que la question sur l'environnement est une question existentielle et nous devons beaucoup communiquer là-dessus, vulgariser le plus possible et insister sur le fait que il ne s'agit pas, comme beaucoup d'environnementalistes disent aujourd'hui, de sauver la planète, il s'agit de nous sauver nous-mêmes. En réalité, la planète Terre est fatiguée de l'être humain. Si aujourd'hui nous ne sommes pas là, la nature va reprendre les dessus. Si nous ne sommes pas là, la nature va voir comment repenser ses plaies. Mais si nous détruisons la planète comme nous essayons de le faire aujourd'hui, nous aurons nulle part où aller, nous allons simplement mourir et puis voilà. Donc, c'est ça mon point de vue par rapport à cette question-là.
Voilà, merci beaucoup, M. Setkikouni. Hein, c'est un point de vue. Alors peut-être… J'aimerais réagir. Ah, vous voulez intervenir déjà, maître? Oui, Ok. oui, j'aimerais quand même réagir parce que moi, je ne réponds qu'aux questions qui me sont posées. Par rapport à ce qu'il dit, je trouve que c'est quand même, le mot est peut-être fort, mais je le dis, c'est irresponsable de mettre tout le fardeau de là où on est arrivé sur la tête de l'État. On dit que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Sinon, à quoi servirait leur combat politique s'ils estimaient que tout ne devrait être changé que par l'appareil étatique? Je vais prendre un exemple concret dans ce problème de salubrité. Toutes les bouteilles plastiques qui se retrouvent en plein milieu de la route quand il pleut ou qu'on retrouve dans le fleuve, c'est le fait de personnes qui prennent ces bouteilles et les jettent par terre. Je suis désolée, mais ça, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de décharge où on va aller déposer ces bouteilles, mais si les personnes les ramenaient, par exemple, là où ils ont acheté les bouteilles, ou si elles les gardaient dans leur maison, ou si elles les réutilisaient, les employaient pour faire autre chose, on aurait moins de bouteilles dans les rues. Donc, dire que l'État est responsable, oui, je le reconnais, je l'ai dit, l'État est responsable, mais dire que l'État est principalement responsable à 90%, je trouve que ce n'est pas juste. Parce que même si l'État donne un lieu où on va mettre, le problème de l'impunité, c'est aussi le problème de la réaction des uns et des autres. J'ai été coincée dans un embouteillage parce que la plupart des chauffeurs en cours de route refusent de se conformer au code de la route. On ne va pas imputer ça uniquement à l'État. Je pense que quelque part, il faut que nous prenions la responsabilité des actes que nous posons. Nous nous plaignons tous de l'insalubrité dans Kinshasa. Mais quelle est la pression que nous mettons sur les dirigeants pour obtenir des solutions? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, j'aimerais réagir par rapport au fait qu'il est mentionné qu'on ait recours à des capitaux étrangers, à des étrangers pour la salubrité de la ville de Kinshasa. J'ai, au début du mandat du gouverneur, de l'actuel gouverneur, j'ai été associée à un projet justement pour rendre propre la ville. Et quand nous avons eu connaissance des montants nécessaires pour nettoyer la ville de Kinshasa en un mois seulement, c'est là que j'ai réalisé que c'était très, très, très difficile de le faire uniquement avec nos propres capitaux compte tenu des montants qui entraient en ligne de compte. Mais ça aussi, je pense qu'on doit le vulgariser. Si on ne fait pas d'efforts pour partager l'information, conscientiser les uns et les autres, nous allons rester dans ce cercle vicieux où nous nous jetons toujours la pierre, nous jetons la pierre à l'un qui va retourner ça à l'autre et nous n'avançons pas. Donc, si nous avons une part de responsabilité dans ce qui est, faisons notre part pour pouvoir mettre la pression sur les dirigeants. Je pense que c'est même là le combat politique que eux mènent qui sont dans l'opposition. Voilà. Merci beaucoup, maître. Il y a une question qui m'est parvenue ici, c'est de Madame Patricia Temouni, d'ailleurs, qui devait être avec nous. Comme je l'ai dit au début, c'est elle qui devait animer l'émission. La question est celle-ci, il y en a au moins deux. Comment la population pourrait-elle poser des actes en faveur d'un bon fonctionnement de la société? Ça, c'est la première question. Je ne vois plus, Maître a disparu. Il a disparu. En attendant peut-être que Maître Yave nous revienne, c'est Kinshasa, c'est la réalité de Kinshasa. Nous sommes habitués un peu. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mieux que par rapport aux autres jours, n'est-ce pas, prof?
c'est mieux aujourd'hui par rapport aux autres jours. Oui, tout à fait, absolument. Elle a résisté hein, tout en étant dans la voiture. Voilà. Oui. Beaucoup. Valériane est en train de rire, mais c'est ça la réalité de Kinshasa. On attend qu'elle nous revienne vite. Elle est déjà là, mais je ne vois pas encore sa vidéo. Comme ça, on pose la question de Patricia Temouni à Madame, à Maître Mathiave. Il n'y a pas encore je crois qu'elle a un problème de connexion, puisque je vois que le niveau de connexion n'est pas bon. Un peu de patience. Et puis, il n'y a pas d'image encore. Quelle est la réalité? Voilà, ça nous empêche d'aller de l'avant. Valériane, il ne faut pas rire. Hein, c'est pour ça, quand même, le Sénégal, je vois que c'est stable là-bas. Hein. C'est le problème qu'on a eu avec Madame F. Bazaïba. Ah oui, ça, on a eu beaucoup de misère, hein, même avec Maître Madia aussi, c'était pire. Donc, on est un peu habitué. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on a moins de difficultés, hein, sinon, c'était terrible. Pour la défense des amis de Kinshasa, il y a quand même en ce moment, il y a une coupure, en fait, de la fibre optique au niveau de l'océan Atlantique. C'est plusieurs pays qui sont affectés, donc tous ceux qui n'ont pas de backup par rapport à la fibre ont des sérieux problèmes de connexion Internet. Donc, il y a plusieurs grandes villes dans l'Ouest aussi, en Afrique de l'Ouest en général, qui sont affectées. Mais d'autres ont bien sûr des backups ou bien sont en amont ou en aval de la partie affectée. Oui, c'est un problème sérieux, mais Kinshasa n'était pas touché. On m'avait envoyé la carte qui était très affectée. C'est au large de la Côte d'Ivoire et donc voilà. Les pays qui sont à côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Mais la connexion de Seth est bonne, non? Oui, elle est bonne. Hein. J'espère que M. Seth sera régulièrement avec nous, puisque sa connexion est vraiment bonne. Je vois que Maître... C'est la connexion de l'opposition, c'est toujours bon. Ah oui, la connexion de l'opposition est bonne, mais quand on arrive au pouvoir, la connexion s'abîme. Alors, c'est ce que vous voulez nous dire, mais ça c'est bien, ça nous fait quand même rire. Alors, je vois que Maître Yves, bienvenue, elle est arrivée à la maison, il y a un peu plus de lumière derrière, comme ça on peut bien la voir, même s'il nous reste seulement une dizaine de minutes. Maître Mathiave, il y a la question de Patricia Temouni qui devait conduire l'émission. Hein. Maintenant, elle fait arriver ces deux questions. La première est celle-ci. Comment la population pourrait-elle poser des actes en faveur d'un bon fonctionnement de la société? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question, c'est les bons gestes pour relever les défis de l'insalubrité passent via quel canot? C'est important cette deuxième question. Alors, Maître, voilà, il y a tout un changement, il y a un peu plus de lumière maintenant. Il y a beaucoup trop de lumière. Je ne suis pas très fan de la lumière, donc... non, mais il ne faut pas être fille de l'obscurité. Hein. Voilà. Alors, vous avez suivi les deux questions de Mme Patricia Temouni? Oui, elle pose la question de savoir quels sont les bons gestes que la population pourrait adopter pour vivre dans la salubrité. Un fonctionnement de la société. Et puis la deuxième question, les bons gestes pour relever les défis de l'insalubrité passent via quel canal? Ça, c'est important. Pour mieux vivre en société, il faut d'abord être correct. Il faut chercher à s'informer sur les lois. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc, faire un effort de s'informer au sujet des lois qui régissent notre pays, notre société. Ça, c'est l'un des premiers bons gestes. Et puis, dénoncer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va à l'encontre de la loi, qui commet une infraction, il faut dénoncer. Il faut s'indigner. Il faut garder cette capacité de se dire, ça, ce que cette personne fait, ce n'est pas correct, je refuse de m'habituer et dénoncer. Si nous sommes plus nombreux à le faire, il y a certaines personnes qui vont s'indigner et on va pousser les pouvoirs publics à réagir. En ce qui concerne la salubrité dans la ville de Kinshasa,
l'un des premiers gestes, c'est d'arrêter de jeter les déchets à l'extérieur de chez soi. Malheureusement, c'est quelque chose que tout le monde a pris l'habitude de faire. Je mange ma banane à l'extérieur. La peau de la banane, je la jette là où je suis. Si je suis sur le trottoir, ça tombe sur le trottoir. Si je suis dans un taxi, je laisse dans le taxi. Je pense que ça, ce n'est pas responsable. Apprendre à jeter… C'est un problème d'éducation, comme un spectateur a écrit. Oui, donc apprendre à jeter les déchets chez soi, ça c'est une chose. Apprendre aussi à ne pas acheter, par exemple, trop de plastique. Moi, je vais faire mes courses, j'ai mes sacs. J'ai déjà mes sacs que je ramène. Bon, au début, on se moquait de moi dans le supermarché, mais maintenant, ils ont l'habitude. Et quand il y a beaucoup, je demande des cartons. Donc, je fais aussi le réemploi. Je réutilise ce qui a déjà été assigné, affecté à quelque chose. Donc, je réaffecte un bien. Je réaffecte les biens de consommation mis à ma disposition. Je pense que ça c'est, entre autres choses, certains gestes que nous devrions apprendre à avoir pour diminuer la propension à la saleté dans la ville. Quand on parle de l'éducation, c'est la question encore que vient de poser Madame Patricia. L'éducation, d'où elle doit venir et puis qui donne cette éducation, le gouvernement ou à la maison, puisqu'on doit dissuader. Alors, avant, il y a beaucoup de gens qui écrivent maintenant, avant de répondre à ces deux questions de Madame Patricia. Je vous fais lire quelque chose, maître. Je crois que vous allez lire. Voyez un peu, vous connaissez, voilà. Ça, c'est voilà. Merci beaucoup, Lisa. Ça, c'est voilà. Ça, c'est en fait, à 20h, on est censé commencer la cérémonie d'échange de vœux du barreau. Je vais arriver en retard, mais ça ne me dérange absolument pas. C'est pour ça que j'ai l'air comme ça. Généralement, je ne suis pas maquillée. Voilà. Alors, avant que vous puissiez aussi répondre encore à ces deux questions de Madame Patricia Temouni, il y a encore quelqu'un qui a commenté seulement, ça c'est un peu pour bousculer, puisque M. Seth Kikouni a dit que sa connexion était la connexion de l'opposition, que ça marchait. Voilà, c'est que quelqu'un a commenté ici, M. Seth Kikouni, ça va vous plaire ou bien voilà? Ah oui. C'est ce que vous veut dire. Ici, ça va, mais là-bas, comme donc le cri de Zaïko. Voilà, il y a aussi, c'est pour aller un peu donner aussi la place à ceux qui nous écrivent. Moi, Sakala qui dit, c'est l'éducation et la culture. Voilà. Bon, maintenant, c'était ça la question. L'éducation doit venir au haut, c'est le gouvernement. Voilà, c'était la question de Madame Patricia Temouni. Maître? Bon. L'éducation, d'où doit-elle venir? J'allais vous reposer la question, ce que vous en pensez, mais mon point de vue, c'est que on doit recevoir une éducation de base et on doit recevoir une éducation citoyenne. Le travail qui se fait à la maison n'empêche pas à l'école de faire son travail, n'empêche pas à l'État de mettre en place un cadre à respecter pour la population, pour qu'elle évolue harmonieusement. Ça n'empêche pas à la société également de définir un cadre dans lequel, souvent, c'est le discours qu'on a souvent ici en RDC, c'est de rejeter la faute à l'autre, de refuser de voir qu'on a une part de responsabilité. Moi, je pense que autant que les familles doivent faire leur part, autant l'État doit faire sa part. Et chacun peut aider à corriger les erreurs de l'autre. On n'apprend pas tout dans nos familles, tout comme l'État, parce que l'État est laïque, Il y a des valeurs qu'on nous apprendra dans nos maisons et il y a des valeurs que l'État va devoir nous apprendre, va nous inculquer. Mais l'organisation
l'organisation de la société, c'est l'État, maître Mati. Alors, le temps avance, nous allons faire maintenant le tour pour essayer de finir, en attendant peut-être que les spectateurs puissent aussi dire un petit mot, mais il nous reste 7 minutes. Nous allons maintenant faire un petit tour pour finir et donc dire un petit mot de la fin ou bien adresser une petite question de la fin à Maître Mati Have. Alors, on commence par Dakar. Direction Dakar. Vous êtes d'ailleurs des complices, il ne faut pas qu'on se les cache quand même. Hein. Valériane. Allez-y, Madame Valériane Ndena. Le micro. Hein. Merci, non, je me rends compte que j'étais sur lui. Avant que vous ne parliez, hein, le mardi prochain, ça sera la dernière édition complètement féminine, puisque ça sera la dernière pour le mois de la femme, hein, puisque le vendredi, nous sommes quand même, nous qui sommes chrétiens, nous, on ne peut pas sacrifier le vendredi saint. Donc, ça sera mardi, hein, l'édition des femmes. Il ne faut pas rater ça aussi, hein, Valériane Ndena. On invite aussi, n'est-ce pas, Maître Mati, hein, mardi prochain. Merci. Pour participer. Peut-être pour clore en fait ce débat, un seul point sur lequel je voulais revenir, c'était sur la question de la salubrité sur Kinshasa, mais sur le Congo en général. La question de qu'est-ce qui vient avant, est-ce que c'est le citoyen ou c'est l'État? J'ai envie de dire c'est la même question qu'on peut se poser entre l'œuf et la poule, qui est-ce qui vient avant dans la création. C'est une question qui peut rester à vide pendant longtemps, mais je pense que le plus important, on est face à une structure sociale où il y a une importance d'avoir un État qui malheureusement ou heureusement, sous certains angles, doit reprendre en main un certain nombre de choses, de restructuration. J'ai bien entendu Maître Yab évoquer la question du coût que ça implique. Moi, je suis très intéressée si on peut nous justifier les $5 qu'on paie à l'aéroport pour chaque vol que l'on prend à sortir de Kinshasa pour la ville. En plus des $50 qu'on paye pour chaque vol en fait qui sort de la ville et qui normalement était sur un temps limité lorsqu'ils ont commencé l'IDF à l'époque avant que ça change de nom. Et au jour d'aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Quand j'entends le nombre et le niveau de détournement qu'il y a en RDC en général, particulièrement dans la ville de Kinshasa, j'ai tendance et j'ai envie de croire que ce n'est pas les moyens qui manquent. Peut-être les moyens légaux, officiels que l'on veut faire connaître à l'opinion publique semblent être désertes ou même vides, mais en règle générale, ce n'est pas les moyens qui nous manquent. On a des mécanismes pour pas estorquer, mais récupérer des ressources nécessaires. On a Perenco, on a des entreprises minières au Congo qui ont aussi des personnalités sociales importantes. Et où est-ce que vont tous ces fonds, les taxations, les systèmes de taxation qui sont faits de manière abusive dans la ville de Kinshasa et aux alentours également. Les lotissements, et même, d'ailleurs, on passe pour juste un petit point qui personnellement me touche à cœur, la petite baie qu'on a dans la Gombe aujourd'hui. J'étais tellement surpris la dernière fois que je suis passée à Kinshasa de voir qu'il y a pas mal de clôtures qui sont mises en place et des lotissements de construction qui vont être faits. Malheureusement, toutes les personnes pour lesquelles on a vu les noms dessus sont ministres, ont des hautes fonctions au niveau de l'État en RDC, même s'ils ont acheté légalement. J'ai envie de croire simplement que, en fait, non, c'est une question plutôt de priorisation et de l'opportunisme à outrance. Et c'est ça qui est gênant, en fait. Être opportuniste, c'est une chose. Avoir des hommes politiques opportunistes, c'est une autre. Mais arriver à avoir un opportunisme sans limite, même comme on le voit, pour tuer, pour faire du mal à sa communauté, pour influencer, avoir un impact négatif sur l'environnement et sur toute la société, c'est ça qui fait beaucoup plus mal. Parce que comme je le disais, la corruption, il y a, mais quand même, elle se fait avec un peu de dignité. Et c'est ça qui est dommage dans notre pays et on espère que cela change. Je ne suis pas pour l'impunité, je voulais le souligner, je ne suis pas pour l'impunité, je ne suis pas pour la corruption, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a atteint un niveau de manque de dignité humaine qui donne envie de vomir et qui donne envie de pleurer. Et, voilà. Et j'ose croire que ce changement Merci.
Merci beaucoup, Ndena. Alors, professeur, il y a une provocation que j'ai reçue puisque j'avais parlé de mois de mars comme mois de la femme. Je vous dis que un membre de notre équipe, hein, Madame, disons Patricia Tebouni dit ceci, c'est le mois de la femme jusqu'à la fin de l'année, padre. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas dire seulement c'est le mois de mars. Donc, les femmes réclament beaucoup de choses. Allez, prof Alfred. Oui, d'abord, merci beaucoup au panel de ce soir. Merci beaucoup à Maître Yav, à Ndena et puis à Seth Kikuni. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. Si j'ai une première observation à faire, c'est par rapport à la question de la responsabilité. Je pense que c'est une responsabilité qui se situe à 3 niveaux. Au niveau de l'État, naturellement, sur la question de l'environnement et de l'écologie, au niveau des provinces, et puis au niveau des familles et des individus, enfin des enfants, de ceux qui constituent la famille et donc finalement la société. C'est à chaque niveau que cette responsabilité écologique ou environnementale doit être assumée en tant que telle. Moi, j'ai été au village il y a quelque temps, mais j'ai vu tout le matin les gens qui se réveillent, ils balaient devant leur parcelle, leur maison. Et ils rassemblent ces déchets qu'ils mettent à côté et puis qu'ils brûlent, par exemple. Donc, il y a cette responsabilité-là que chacun doit avoir. Effectivement, on a rappelé à Kinshasa, la plus grande caractéristique du Quinois, c'est l'incivisme éco-environnemental. Ça, c'est terrible. Et ça se traduit dans tout ce qui a été évoqué et dénoncé ce soir. Non, cet incivisme aussi en termes d'urbanisme, de construction. N'importe qui se croit capable de faire tout à Kinshasa. On s'improvise architecte, on s'improvise ingénieur en ceci ou en cela. Et quand ça tourne à la catastrophe, voilà. Et puis, à un moment donné, on a vu justement sur ces constructions anarchiques que Gérard Moulumba et puis Jean-Tini Ngobila, ils avaient commencé à un moment donné à détruire, à casser, et puis ça s'est arrêté à un moment donné. Il y a une question là-dessus. Mais j'aurais voulu juste aussi poser cette question, mais on arrive à la fin, donc je pense que Maître Yav ne va pas répondre là-dessus, mais si elle veut, elle le fait. Et il faut quand même lancer seulement la question. Ça va rester voilà. Mais au moins c'est la question, puisqu'il y a des gens qui peuvent répondre autrement, même absolument. Les réseaux. Absolument. Moi, c'est Kolwezi et Sikomine. On a donné aux Chinois toutes les mines de cobalt, et quand on voit la pollution dans les rivières qui sont à côté, la pollution des maladies hydriques, des malformations à la naissance des enfants et tout ça, je ne comprends pas comment cela peut être possible. Vous avez expliqué qu'il y a la législation chinoise, qu'il y a la législation congolaise, d'accord. Mais moi, j'ai vu Idriss Itno Déby, quand il était encore vivant, sur cette question environnementale, taper sur les Chinois, rompre le contrat, dire vous rentrez chez vous. Xi Jinping avait dû envoyer, dépêcher son ministre des Affaires étrangères pour aller discuter, négocier, dire on va régler ce problème-là. C'est là que je ne comprends pas véritablement. Mais sinon, merci beaucoup pour tous ces éclairages que vous avez apportés les uns et les autres, et vous, Maître Yav, particulièrement. Voilà, merci beaucoup, professeur Alfred. Comme a écrit un spectateur, un sujet intéressant, a dit moins Sakala. Alors, avant de donner les derniers mots à M. Seth Kikuni, je vais dire à propos de l'environnement que, par exemple, l'air que nous respirons, c'est très important, ça fait partie de l'environnement. Ici à Rome, il y a des dimanches qu'on appelle écologiques, ça signifie certaines voitures qui polluent ne doivent pas circuler. La plupart des voitures électriques circulent ces dimanches-là.
Donc, c'est pour aider les gens à avoir un bon air pour respirer. Peut-être, c'est une idée, maître, pour qu'à Kinshasa, on puisse à un certain moment laisser circuler seulement les vélos, par exemple, les dimanches. Bon, alors, on donne la parole à M. Seth Kikouni. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Padre, pour d'abord cet autre space et le nouveau format. Très simple et vous trouvez ce format, c'est quand même intéressant, non? Très intéressant et très très simple. J'ai beaucoup apprécié. En tout cas, félicitations. Je ferai de mon mieux pour participer au maximum. Voilà. Et merci à Maître Yab. Vous avez la rubrique point de vue, donc à n'importe quel sujet, vous aurez quelque chose à dire. Oui, voilà. Voilà. Et merci à Maître Yab, qui était l'intervenante principale. Alors, pour conclure, je voudrais tout simplement insister sur le fait que l'incivisme sur la question environnementale est plutôt une conséquence, c'est la conséquence du manque d'infrastructures, selon moi, et de l'absence de l'autorité de l'État. Les exemples donnés sont des exemples pertinents, mais lorsque nous regardons des choses sous l'angle matérialiste, j'insiste, nous allons comprendre que c'est l'État qui est le premier responsable, à 99%, comme je l'ai dit. Imaginez que nous vivons dans une ville de 15 millions d'habitants et on vous dit que plus de 12 millions d'habitants vivent à Kimbantseke. Mais nous n'avons qu'une seule route pour aller vers Kimbantseke. Et le soir, toutes ces personnes qui viennent du centre-ville doivent emprunter cette route-là. C'est tout à fait normal qu'il y ait un embouteillage, pendant que nous avons la possibilité de faire 4 grandes routes qui mènent vers le même endroit. On peut exploiter la voie fluviale, oui, on peut avoir des ferryboats, on peut avoir une route au bord du fleuve, le long du fleuve, on peut avoir une autre route parallèle, même payante, qui mène vers là-bas, mais nous n'avons qu'une seule route. Et les êtres humains, par instinct, ils veulent arriver à la maison à temps parce que demain, ils doivent aller travailler. On n'a qu'une seule route. On impulse cette responsabilité à qui? À l'État. L'État devrait construire plusieurs routes, ça c'est la responsabilité de l'État. Même chose par rapport à l'absence de décharges dans la ville de Kinshasa. Voilà, les gens ne savent pas où jeter leurs immondices parce que l'État n'a pas fait des bons caniveaux, des grands caniveaux et voilà, il n'a pas investi dans les infrastructures. C'est tout à fait normal qu'il y ait cet incivisme-là, cette indiscipline-là. Donc moi, je pense que je donne toujours cet exemple et je le donne encore aujourd'hui. Nous avons connu cette période-là de Kinshasa. Ceux qui ont vécu à Kinshasa le savent. Il y avait un moment où on se battait, on s'est déshabillé pour entrer dans les taxibus parce qu'il n'y avait pas assez de transport. Mais le jour où on a acheté des Transco ici à Kinshasa, le jour où le Congolais avait compris que chaque 30 minutes, il y aura un bus qui viendra, il a arrêté automatiquement de se battre pour monter dans les transports. Le changement de mentalité s'est produit automatiquement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement des conditions matérielles. Il y avait des bus et ils pouvaient voir ces bus-là et chaque 30 minutes, un bus arrivait. Donc, c'est la même chose. Si on investit dans les infrastructures aujourd'hui, même la question environnementale sera résolue parce que ça sera facile d'éduquer quelqu'un à aller jeter ces bouteilles en plastique dans une décharge qui se trouve à 100 mètres de chez lui. Mais si cette décharge-là n'existe pas, les gens vont continuer à polluer, à faire ce qu'ils veulent parce que l'État ne fait rien. N'oubliez pas que 80% de l'argent qu'on est supposé utiliser pour le développement des infrastructures est consommé sous forme de salaire par les politiques. Donc, les investissements ne se font pas. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est la responsabilité du citoyen. Ça, c'est vraiment inacceptable. Je ne le dis pas parce que je suis opposant, je le dis parce que mon point de vue est plutôt matérialiste. Donc, je me dis toujours, il faut d'abord améliorer les conditions matérielles et après, on peut blâmer les gens sur la question des mentalités. Donc, voilà, c'est par là que je conclus. Merci, Maître Yav. La question environnementale, comme j'ai dit, c'est une question existentielle et vous êtes dans un domaine qui a beaucoup d'avenir. Je vous félicite pour cela. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, Monsieur Seth Kikouni. Bienvenue, Président Seth, vous dit Patricia Temoni. Donc, bienvenue à l'équipe de Dialogue avec. Donc, pour votre point de vue, en tout cas, ça va nous faire plaisir
à chaque fois que nous allons donc nos rencontres, il y a des fidèles. Alors, ce petit symbole vient de Lydia Diakies. C'est pour dire que c'était bien. Alors, maître Mathia, vous avez vu ce petit symbole de Madame Lydia Diakies. C'est pour dire qu'on vous a apprécié. Et encore aussi, avant de vous donner la parole, il y a encore une autre dame, hein, puisque Patricia Tebou dit que les dames, c'est toute l'année. Alors, on dirait que vous la connaissez, Nathalie Tamboué. Donc, oui. Voilà, même Valériane peut lire aussi, puisqu'on dit là qu'on est fiers de vous. Les changements commencent par soi-même. Alors, merci beaucoup pour ces gens qui participent à travers les chats comme ça. Alors, les derniers mots, vous avez 1 minute, comme ça nous allons conclure. Maître Mathiav Chitok, c'est ça? Chitok, oui. Donc, je vais faire une minute. Chitok, là, c'est comme si on déformait seulement Chitok, non? Ce n'est pas ça? Parce que les gens disent, mais c'est vraiment mon nom. C'est vraiment mon nom. Alors, je vais faire 1 minute, 1 minute d'avocat. Donc, on peut commencer à compter en sautant 1 pour toutes les 3 secondes. Ça va aller. J'aimerais d'abord commencer par donner un petit élément de réponse à la question du professeur en ce qui concerne la pollution dans la région, dans la province du Lualaba et probablement dans les régions, provinces minières. C'est la responsabilité de l'État de mener des enquêtes, de prélever les taux de pollution au niveau de l'eau, des nappes phréatiques, de faire des recensements dans les hôpitaux pour qu'on puisse quantifier l'ampleur des dégâts environnementaux, sanitaires au niveau de notre population. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle moi, je me suis tournée vers cette option environnementale dans mon master professionnel parce que j'avais remarqué qu'il y avait la plupart du temps, parce que j'ai travaillé justement dans cette région-là, j'avais remarqué qu'il y avait une recrudescence de naissance d'enfants avec des malformations congénitales et que la plupart du temps, on attribuait ça au fait que le papa, l'auteur de la grossesse, avait touché à des gris-gris et que c'était la raison pour laquelle cet enfant pouvait être né de cette façon. Scientifiquement, ça peut s'expliquer d'une autre manière, c'est que s'il a été soumis à des radiations, ça a affecté ses chromosomes. Si la femme a été soumise à ces radiations-là, ça a affecté aussi sa capacité de reproduction et on peut donner naissance à un enfant qui a des malformations congénitales. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent et c'est un problème de santé publique qui va affecter notre population dans les années à venir et nous devons vraiment réagir. L'État doit prendre ses responsabilités à ce niveau-là. Il faudrait, au niveau environnemental, au niveau minier, à tous les niveaux, je pense que l'État doit faire valoir son impérium. Nous avons un manque criant de volonté politique dans la résolution et dans la gestion de nos conflits. Et ça, c'est un gros problème que nous devons chercher à résoudre. Alors, pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est que la question environnementale, elle est cruciale pour la République démocratique du Congo. L'environnement, c'est pas que la salubrité, ce n'est pas que les déchets, ce n'est pas que les normes urbanistiques. L'environnement, c'est la base même de la vie. C'est-à-dire qu'au niveau de l'eau, au niveau de notre fleuve, au niveau de la biodiversité que nous avons énormément d'argent qui nous file entre les doigts, par exemple, parce que nous ne savons pas préserver notre sol, notre faune, notre flore. Nous avons des communautés locales qui perdent des revenus
parce que certains de leurs savoirs traditionnels, certaines de leurs plantes sont exportées illégalement, étudiées dans des laboratoires qui après font déposer des brevets, et on a un manque à gagner par rapport à cette ressource-là. L'État doit prendre conscience que les accords internationaux que nous signons, que nous ratifions, doivent nous permettre de nous enrichir. L'environnement, ce n'est pas juste une question de bons sentiments. C'est une question également de ressources financières. Quelle est la politique de la République démocratique du Congo pour faire en sorte, par exemple, que nous puissions capter les capitaux internationaux en termes de changement climatique? Aujourd'hui, on n'arrive pas. On nous raconte quelquefois que nous avons ramené autant de millions, mais ça ne représente rien par rapport à ce que nous pouvons véritablement engranger. Quelles sont les politiques qui sont mises en place pour que nous puissions bénéficier véritablement de nos ressources agricoles, de nos terres arables? Il y a un potentiel énorme en termes de, comment ça s'appelle? En termes de production biologique, d'agroécologie. Nous ne bénéficions pas de ça. On n'en entend même pas parler. Ce dont on a entendu parler dernièrement, c'est que nous serions en mesure de vendre nos terres à des étrangers. Je ne sais pas si nous comprenons la portée des décisions, des lois que nous votons, des lois que nous étudions. Il faut que nous nous réveillons en tant que population, mais surtout en tant que dirigeants. Merci, maître. Il y a un gros travail qui reste à faire. Nous espérons que l'opposition, autant que le pouvoir en place, va prendre les décisions qui favorisent le développement de la population congolaise. Merci, merci beaucoup, maître Mathia, d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. En tout cas, nous avons beaucoup appris sur le droit de l'environnement. Et en tout cas, grand merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Madame Valériane Ndena de nous avoir accompagnés ce soir pour recevoir Maître Mati Yav. Et à très bientôt. Alors, nous remercions évidemment M. Seth Kikouni de s'être joint à nous pour la première fois et on l'espère le voir régulièrement dans le cadre de la rubrique Point de vue. C'est vraiment important pour enrichir nos échanges. Merci beaucoup, Maître Seth Kikouni, président Seth comme on vous appelle, et en tout cas, bienvenue. Merci aussi aux fidèles de fidèles. Prof Alfred, cet ami de France à Paris. Merci beaucoup. Toujours, et donc à très bientôt. Et alors, il ne me reste plus qu'à remercier aussi tous ceux qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook et à travers aussi Instagram. Alors, nous allons nous retrouver pour une nouvelle édition mardi prochain. Et ça sera encore une émission dédiée aux femmes. Et en attendant, vous allez retrouver cette émission demain samedi à partir de 14h pour la rediffusion. Et quant à moi, ça sera avec le même plaisir pour vous retrouver prochainement. Pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, bonne soirée ou bonne nuit. Et ceux qui sont encore dans la matinée et qui nous suivent dans les autres côtés, donc bonne journée et bonne soirée aussi aux autres. À très bientôt.